Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, pour notre épisode, nous avons Linda. Linda, bonjour. Bonjour Alexis. Bienvenue parmi nous. Linda, peut-être que tu veux nous raconter un peu ce que tu fais pour expliquer à notre audience pourquoi tu es là aujourd'hui. Moi, j'évolue dans la formation depuis plus de 10 ans. Je travaille essentiellement avec des organismes de formation et des industries pour les accompagner et les former sur les thématiques CSE, CSSCT, RPS, etc. Ok, excellent. Donc on est un peu collègues au final dans nos métiers et dans nos pratiques. Oui, tout à fait. Oui, oui. Est-ce que tu as remarqué une question souvent que posent les élus lors des formations que tu fais, quelque chose dans lequel ils sont en demande, qu'ils ont envie de comprendre, un problème récurrent dans les différentes entreprises. Oui. Alors, petite particularité, je travaille uniquement avec le secteur industriel. Et la particularité, c'est que les groupes dans lesquels j'ai pu accompagner les élus sont des personnes qui ont rencontré notamment des PSE, qui ont dû faire face à des vagues de licenciements. Et du coup, oui, cette question, elle est importante parce que pour eux, ce qui est essentiel, c'est d'apporter des solutions concrètes et non pas quelque chose qui serait uniquement et purement théorique. Mhm. C'est-à-dire leur apporter une réponse qui est souvent accompagnée d'une situation vécue et puis des comment je vais vous dire ça des éléments Des retours d'expérience, quoi. oui, voilà, des éléments rencontrés face à ces situations problématiques. Du coup, est-ce que en ce moment c'est lié un petit peu, je sais pas, au contexte économique qui est particulier, qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté? Est-ce que ça entraîne une question sur comment on fait pour préserver l'emploi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder un maximum d'emplois dans l'entreprise? On va avoir des licenciements, quel impact ça va avoir dans nos relations avec les salariés? C'est quoi exactement les questions, les exemples de questions qu'on te pose? Oui, alors c'est aussi la question du représentant du personnel parce que on ne prêche pas que pour sa paroisse, on prêche aussi pour l'ensemble des salariés et la bientraitance et la bonne évolution plutôt en faveur d'une amélioration dans l'entreprise de manière générale. Le CSE travaille sur la partie économique, donc en général cette partie-ci est souvent un moment d'échange important euh, pour savoir qu'est-ce qu'on peut négocier, comment on négocie, quels sont les principes sur lesquels on se base pour négocier. Et oui, je pense que la conjoncture actuelle, puisque les orientations stratégiques sont des éléments importants du CSE, font que il y a une forte évolution de ces problèmes dans les entreprises, que ce soit licenciement, difficultés économiques, difficultés de commercialisation, etc. Donc les sociétés ne peuvent plus se contenter de ce qu'elles faisaient jusqu'à présent. Elles sont obligées d'évoluer. Certains ne peuvent pas le faire parce que déjà c'est coûteux d'évoluer. Hein, il faut investir. Et parfois, bah, c'est compliqué. Le CSE intervient évidemment sur cette partie-là, mais au bout d'un moment, oui, en effet, la conjoncture actuelle, les politiques actuelles font que pour certaines entreprises, c'est compliqué. Et du coup, les réponses que tu amènes, les réponses concrètes par rapport à ça, c'est quel genre de réponse concrètement? Voilà, je suis concerné, mon CSE, il y a un projet de PSE dans l'entreprise. Hum. Euh, on perd des sous, on avait un gros client, il a été mis en redressement judiciaire, il peut plus nous payer, du coup, bah, en fait, on est impacté par directement son problème de finances. Qu'est-ce que comment tu les conseillerais, les élus qui sont dans cette situation?
Alors, dans un premier temps, avant d'arriver à cette situation-là, il est important de dire que la formation pour les CSE est obligatoire. Elle est obligatoire à partir du moment où le CSE est créé. Il n'est pas question de mettre en place enfin, il est question de le faire, mais il n'est pas recommandé de faire une formation 2 ans après avoir été élu. Je pense que le problème est là. Donc déjà dans un premier temps, c'est de se former sur cette fonction d'élu de CSE. Ensuite, les différentes méthodes d'accompagnement font que, bien évidemment, on va aller sur des principes juridiques sur lesquels on s'appuie. La société est gérée par, bien sûr, les aspects juridiques, hein, la loi, les décrets, etc., sur lesquels on s'appuie. La circonstance de l'entreprise et la culture d'entreprise, c'est-à-dire que une entreprise fonctionne selon différents points et que ce soit la culture liée à l'instauration de nouveaux logiciels, un nouveau fonctionnement, une restructuration au niveau des équipes dirigeantes, des nouveautés liées à l'environnement. Enfin, toutes ces nouveautés sont Donc, normalement prises en compte. Et si j'ai bien compris, en gros, là, tu poses des questions qui te permettent de voir un peu le cadre de l'entreprise. oui. Et après, Et après, en fait, en général, on établit ensemble des solutions. Le ok. formateur n'amène pas la solution. En Donc ça fait, pourrait être quoi le genre de solution dans la situation que j'ai évoquée auparavant? alors en général, on accumule ce qu'on appelle les droits d'alerte. On les a accumulés avant d'en arriver à ce genre de situation. Le PSE, il arrive au bout de beaucoup d'éléments, hein, du chômage partiel, chômage technique, des négociations avec les syndicats, une structure qui commence à péricliter des fournisseurs qui sont plus payés, etc. Et là, on arrive à quelque chose qui devient compliqué. Mhm. Ouais. Donc en fait, on aurait dû l'anticiper. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que quand on analyse les bilans de l'entreprise, les bilans comptables, on peut notamment voir un peu peut-être les dettes qu'on a envers nos fournisseurs. Si on se rend compte que ça augmente, c'est peut-être un indicateur. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs comme ça auxquels tu pourrais... Ah oui, parce que de toute façon, même en dehors des éléments comptables, on va voir que certains fournisseurs attendent le paiement liquide, ce qu'on appelle au cul du camion, hein. D'autres n'accepteront plus de livret quoi que ce soit. L'absence de clients aussi, c'est-à-dire des entreprises où il n'y a pas de clients. Donc c'est pas possible. S'il n'y a pas de clients, on peut pas vendre, hein. On peut utiliser les aides, mais il y a d'autres éléments qui permettent de se rendre compte d'une situation qui se détériore et qui devient délétère dans l'entreprise, oui, bien sûr. Ok. La présentation des orientations stratégiques au niveau du CSE, c'est quelque chose d'important. Le suivi de la comptabilité également. Est-ce qu'on est dans le redressement ou pas? Est-ce qu'on va licencier ou pas? Calculer un EBITDA, c'est un élément sur lequel on se base, le BE, l'EBITDA, etc. C'est des éléments financiers qui nous permettent de voir où ça va et où ça va pas. Et normalement, on a le commissaire aux comptes qui nous présente aussi les éléments. Dans tous les cas, le CSE doit aller dans ces dimensions-là et ne pas hésiter à interpeller les bonnes personnes, que ce soit conseil d'administration, que ce soit commissaire aux comptes, que ce soit la demande d'une expertise pour éviter justement la surprise finale, malheureusement qui sera là à un moment donné. Mais si on peut tout du moins retarder les échéances, c'est déjà pas mal. Bien sûr. J'ai une question un petit peu plus personnelle à te poser, Linda. Ton métier de formatrice CSE, en plus là on aborde un peu des thématiques qui sont pas les plus fun, enfin, quand on parle de plan de sauvegarde de l'emploi, de licenciement, d'entreprises qui sont en difficulté économique.
J'imagine que c'est pas un métier qui fait rêver, ou en tout cas, c'est pas un métier qui fait rêver l'enfant que tu étais quand tu as dû choisir un peu ton orientation. Comment tu en es arrivé à décider à travailler avec les CSE, faire de la formation? Enfin, c'est quoi le parcours qui fait que Linda a décidé maintenant d'être formatrice depuis plus de 10 ans et d'être spécialisée auprès des instances représentantes du personnel? Ouais, je pense que la formation, c'est un outil, quelque chose qui permet justement la transformation. Ce qui m'a plu dans ce métier, c'est d'amener cette transformation, de devenir, oui, une personne qui n'est pas là que pour apporter de la théorie, faire joli, mais vraiment, oui, apporter cette transformation. Voilà. Ouais. Ok. Donc, c'est comment t'en es arrivé à vouloir faire ça? C'est ça la question que je me pose. Moi, je suis arrivée à ça parce que j'ai toute petite constaté dans mon environnement proche, évidemment, des fermetures d'usines, etc. L'impact des politiques sur le territoire, ça me parlait pas trop, et finalement, je m'aperçois que maintenant, c'est quelque chose de plus concret. Et puis, ce qui m'a plu dans la formation, et plus particulièrement sur les CSE, c'est qu'enfin, on pouvait toucher du doigt et aborder ces questions-là quand on n'est pas forcément avec un bac+5 ou autre, qu'on est salarié dans une entreprise, on peut appuyer sur ce levier-là pour justement transformer les choses. On n'est pas obligé de subir et d'attendre que ça se passe. On peut enfin agir. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'agir et de transformer. Et avant d'être formatrice, tu avais d'autres métiers que tu rêvais de faire ou direct, tu as su que tu étais fait pour ça? Ah, j'ai fait d'autres métiers, oui, oui, j'ai fait d'autres métiers avant d'être formatrice, tout à fait. Ok. Ouais. T'as envie d'en parler ou pas du tout c'est Bah, pas ça a lié. Enfin, moi, j'aime bien pas... parce que je trouve parfois que ça fait un peu comme dans les films, ça fait une origin story. Euh, non, mais parce que on a l'idée des fois qu'on a des formateurs qui ont été. Enfin, je vais te dire un truc qui est pas sympa, hein, mais parfois tu vas à Pôle emploi et tu as des gens qui bossent à Pôle emploi depuis tout le temps et qui connaissent pas la réalité du monde du travail. Ou alors tu vas à l'école et tu as un prof et il est prof depuis le début de sa carrière et il vient t'apprendre comment ça se passe dans l'industrie, mais il a jamais bossé dans l'industrie, tu vois. Et je Mhm. trouve que c'est important aussi de montrer que, bah, en tant que formateur, généralement, on a une vie avant, on a fait d'autres choses avant, et qui parfois on s'en rend pas compte, mais qui ont aussi nourri énormément notre savoir-être et notre savoir-faire. Alors moi, j'ai travaillé, comment je vais te dire ça? Auparavant, en tant qu'éducatrice dans un foyer pour la petite enfance. J'ai accompagné donc des situations compliquées, encore une fois. Donc, c'est vrai qu'il y a une ressemblance par rapport à ça. Euh, des enfants placés par la justice au sein d'une maison d'enfants à caractère social. Mhm. Mais c'est hyper intéressant parce que, tu vois, rien que par ce petit détail, je trouve que ça me permet de comprendre un peu mieux qui tu es, parce que juste avant, tu nous disais, la formation, c'est un outil pour la transformation. Et Mhm. peut-être que le fait de voir ces jeunes dans ces situations difficiles, bah, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes ils puissent aller mieux, vivre mieux. Et Ouais. l'éducation, la transformation, la formation, bah, ça fait partie des choses qui peuvent aider à s'élever au sens social et financier dans la vie, quoi. Oui, ouais, 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 tout à fait. Le but étant de leur donner des repères, des éléments du quotidien aussi, des petites choses du quotidien, pas forcément de grandes choses, hein, mais et puis on dit toujours la formation ça sert pas à grand chose. Moi c'est ce que j'entends. Bah non en fait hein, c'est faux. Hein. Pour certaines personnes ça peut changer beaucoup de choses dans leur vie. Ça peut leur faire changer d'emploi, ça peut faire aller dans d'autres directions. Pas forcément, il y a beaucoup, maintenant, comme tu le vois, Alexis, des personnes qui font des bilans de compétences, qui changent Mhm. complètement de carrière. Oui, moi, ça me parle.
Est-ce qu'on a un autre outil pour changer, à part la formation et le coaching, à ton avis? À part la formation et le coaching, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais toi? Ben, moi, je pense que la transformation, déjà, elle vient de soi à l'intérieur, hein. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui matche plus. Donc, on se dit, bon, ben, il faut avoir qu'il y ait, comment dire, un changement. Ça marche plus. Et savoir reconnaître ce qu'on est en capacité et ce qu'on est, ouais, en quoi on est bon pour améliorer justement cette partie-là. On s'appuie sur soi d'abord pour apporter Alors, cette transformation ailleurs. pour revenir sur ce que tu disais, la formation, ça sert à rien. Et pourquoi ça sert pas à rien? Je pense que c'est intéressant de dire que toutes les formations, pour autant, sont pas forcément gages de réussite et bien calibrées. C'est important, quand on fait une formation, avant la formation déjà de s'assurer que bah, pourquoi on fait la formation, ça correspond bien à un besoin et que la personne qui est là, bah, le besoin match avec sa réalité. Parce que si tu fais une formation sur les pneus et que, ok, tu travailles dans un garage mais tu t'occupes Mm, pas des pneus, bah, ça te servira à rien. mm, Et mm. ensuite, il faut aussi bah, que ton intervenant il soit suffisamment pertinent pour t'amener des choses sur le sujet et que toi, tu sois dans le bon état d'esprit pour l'apprentissage. Et au final, bah, parfois, euh, on peut avoir une formation qui sert à rien, mais il y a deux des trois critères qu'on a évoqués qui sont liés aux stagiaires. Est-ce que, en gros, est-ce qu'il s'est inscrit sur la bonne formation? Mais ça veut dire est-ce qu'on a fait le travail préalable pour s'assurer que c'était bien la bonne formation? Et le dernier point, bah, c'est le formateur, comment est-ce que lui va animer? Mais c'est vraiment un travail d'équipe sur. Enfin, si la formation sert à rien, on ne peut pas blâmer que le formateur, mais il y a peut-être aussi une part d'organisation et de comment le stagiaire s'est mis dans la formation qui explique pourquoi ça sert à rien. C'est possible. En général, on essaye de faire un test de positionnement et de vérifier les prérequis avant d'entrer en formation. Une autre chose qui est essentielle, moi, en tout cas, c'est ce que je fais quand je démarre une session. Je demande, par exemple pour les CSE, comment ils en sont arrivés à devenir membres CSE. Est-ce qu'ils ont été choisis dans la société, on est venu les chercher, ou d'eux-mêmes, ils se sont proposés? Mhm. On est sur deux orientations différentes. Si c'est d'eux-mêmes, il y a bien une intention. Par contre, si c'est donc c'est quelque chose qui est dynamique, c'est quelque chose d'actif, voilà. Donc on sait que ce sont des personnes qui vont amener leurs valeurs, leur, leurs intentions. Quelqu'un qui va être choisi et qui n'aura pas forcément envie d'être impliqué dans un CSE. Tu vois, on démarre pas sur le même point d'égalité. On voit Oui, tout de suite qu'il y a quelque chose qui est là. Ah bah il faut le faire, je vais le faire, mais voilà. je t'ai déjà parlé de ma théorie des trois tiers du CSE ou pas? Non, Mais j'en ai que deux dans ta partie, mais je pense que ça s'assimile un petit peu. En gros, j'ai remarqué que, moi, tu me diras si ça correspond à ce que toi t'as remarqué, mais souvent dans un CSE, t'as un noyau. Généralement, c'est le bureau, secrétaire, trésorier, secrétaire de la C2SCT, qui sont là depuis plusieurs mandats et qui portent le CSE, c'est-à-dire qu'ils font quasiment tout. Ils ont quasiment tout le temps toujours tout fait et bah, l'habitude, c'est que c'est eux qui font les choses. C'est un noyau qui bosse bien, mais qui frôle le burn-out parce qu'en fait, ils cumulent les missions et ils sont à fond tout le temps. Ensuite, tu as une deuxième partie. Généralement, c'est des gens qui étaient volontaires, pour reprendre ton exemple, qui sont venus pour la première fois. Souvent, ils sont suppléants, ou alors ils savent pas trop quoi faire, et ils ont envie de faire les choses, mais ils savent pas comment faire les choses. Et après, tu as une troisième partie, c'est ceux bah, qu'on a un peu débauchés pour compléter les listes. Ah bah, on a besoin de quelqu'un pour là, et puis bah, eux, ils sont là, mais en fait, bah, ils ont fait ça pour rendre service, mais le CSE, c'est pas leur objectif, c'est pas leur priorité. Et bah, à la limite, c'est OK. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas là pour juger les gens, mais je sais que c'est pas des personnes qui auront envie de faire des choses, faire bouger les choses, en tout cas pour le CSE.
Et mon travail dans les accompagnements CSE, bah, c'est de faire en sorte que le premier tiers des volontaires, le noyau qui a l'habitude de bien bosser, bah, il soit aidé par le deuxième tiers de volontaires qui a de la bonne volonté mais pas forcément les moyens de le faire. Et quand on aura réussi à faire bosser ces deux tiers-là, j'espère pouvoir refaire rentrer le tiers extérieur en disant bah, en fait le travail quand il est partagé, ça tourne bien, c'est intéressant et de leur donner envie aussi de s'investir. Et Oui. du coup, bah, c'est là où en fait on vient un peu ce que tu disais. Ceux qui sont volontaires, on va pouvoir travailler avec eux de façon beaucoup plus poussée que ceux qui subissent un petit peu leur mandat. Il y a des personnes aussi qui ont la particularité de se dire je n'ai pas les compétences pour Mhm. aussi. Moi, voilà, on a différents collèges dans le CSE, hein. On a des collèges cadres et des collèges ouvriers, etc. Et certains se disent, c'est des fausses croyances en fait, hein. Ils se disent, moi je suis pas capable du tout d'être trésorier parce que bah, la partie économique c'est pas mon truc. Le d'être secrétaire parce que ben voilà, je me sens pas de travailler avec la direction et tout ça. Alors que et au final, c'est là que la formation intervient. C'est que en fin de formation, ils sont tous capables au final, Mhm. que ce soit ceux qui sont sur différents collèges, mais non seulement les personnes qui ne croyaient pas être en capacité de détecter, de calculer un EBITDA ou autre, moi en tout cas, à la fin de ma formation, ils sont capables. Tu te rappelles tout à l'heure, tu parlais des prérequis. Oui, Nous, dans nos formations obligatoires pour le CSE, il n'y a pas de prérequis. oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Donc tout le monde est censé pouvoir profiter de l'intégralité du programme. Dans les belles histoires des formations que j'ai fait là depuis 6 ans, moi je me rappelle je vais dire ça affectueusement, mais d'un petit papy Mmh. qui travaillait dans une boîte et il le français c'était pas sa langue maternelle, donc c'était un petit peu difficile pour lui la communication. Et moi aussi je fais un QCM en début de formation et je fais le même en fin de formation. Et mon objectif, c'est pas qu'ils aient le meilleur score, c'est qu'en fin de formation, ils aient un meilleur score qu'au début. Et au début de formation, bah, le petit papy, il a eu un score très très faible. Mmh. Et à la fin de la formation, il a fait, il y a une quarantaine de questions dans mon test, tu vois, mais il a fait genre plus 25. Et j'ai vu son sourire, et je me suis dit, peut-être que c'est la première fois dans sa vie que dans quelque chose qui ressemble à un parcours scolaire, il se rend compte qu'il peut faire les choses et qu'il peut apprendre. Mmh. Et je me dis, dans notre rôle en tant que CSE, bah, en tant que formateur pour les CSE, ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. C'est de casser justement cette croyance limitante que je ne suis pas capable de faire. C'est le secrétaire qui fait ça depuis toujours et c'est le seul qui Mmh. est capable de le faire. Il le fait sûrement très bien, mais si vous partagez les tâches, vous verrez que ça sera encore plus intéressant et ça se fera mieux dans l'intégralité du CSE. C'est plus riche. En fait, ça s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle, le SEP. Et ça se travaille. Bon, là, on parle du CSE, mais dans d'autres domaines aussi, hein. Et c'est aussi la formation CSE, elle est intéressante par ce biais-là, comme tu l'as dit, parce que c'est parfois des salariés qui ne travaillent jamais ensemble, qui ne se parlent jamais, qui se rencontrent sur cette formation. Mhm. En tout cas, Euh, passer 35 heures pour la formation SSCT avec les collègues, c'est quelque chose que généralement ils n'ont jamais fait. c'est ça. Ouais. Et sur le CSE, moi j'ai souvenir de groupes où on a des personnes qui sont de la production, par exemple, qui se retrouvent avec les chefs de prod et qui se retrouvent avec la personne, le supply chain. Et, euh, et là, bah, c'est intéressant parce qu'ils le disent, ça fait du bien parce que comme on se rencontre jamais, on se parle jamais, là, voilà, on va pouvoir échanger. Alors, ce qui me permet souvent d'adapter le parcours pour justement mettre en place plus de temps d'exercice collectif
Mmh. Et en général, une analyse de l'entreprise aussi, ils se rendent pas compte de ça, mais une analyse des éléments rencontrés dans l'entreprise pour apporter des solutions communes. Excellent. Tout à l'heure, tu parlais, de l'analyse des besoins sur nos formations. Je sais pas si tu as vu, il y a une nouveauté réglementaire, dans les formations CSE, la loi, de simplification de la vie économique, je sais plus le nom exact de la loi, mais en gros, l'agrément pour les formations CSE n'est plus obligatoire. Et bah, ça va faire que plein de gens vont s'improviser dans la formation CSE, sans forcément avoir les compétences, parce qu'il suffira d'avoir un numéro de déclaration d'activité pour ça. Et on parlait de l'analyse des besoins. Mhm. Comment est-ce qu'on peut faire pour analyser des besoins? Puis après, je te raconterai comment je fais pour Dice Academy. Mhm. Analyse des besoins et de la demande. Ouais. Il est évident que lorsqu'on commande une formation, on commande un programme. Hein, on regarde le programme, on se dit ah bah tiens ça colle, bon bah c'est bon pour moi, je valide. D'accord? Tu es d'accord avec moi, Alexis? Oui, globalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Une fois qu'on a effectué ça, ensuite, eh bien, l'organisme de formation prend contact avec les personnes concernées pour dire voilà comment. Merci de nous avoir choisis, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'organismes maintenant. Hein, tout le monde fait de la formation maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à nous choisir? Et ensuite, on vérifie, bon bah si tout est ok, la salle, etc., etc. Ok. Donc on a un premier point parce qu'on se dit bon bah voilà, on a déjà un échange avec l'organisme et l'industrie et bon bah en général on a le ton qui est donné pour la formation. La première chose est là. La deuxième chose, bon bah évidemment on va voir qui est concerné. Est-ce que c'est trésorier, secrétaire, est-ce qu'il y a les suppléants, etc., etc. D'accord? C'est bon pour toi, Alexis, là-dessus? Ok, ça me va. Après, on a évidemment le formateur qui prend les rênes, c'est-à-dire qui prend contact avec l'organisme en question pour évoquer les éléments qui seront vus durant la formation liés au programme et du coup poser les questions pour savoir est-ce que il y a des éléments sur lesquels il y a des problématiques spécifiques sur lesquelles on doit s'appuyer pour apporter justement un plus, est-ce qu'on doit approfondir ou pas? Et est-ce que ça comble tous vos désirs en quelque sorte, hein. Une chose qui est importante, c'est les objectifs. L'objectif d'une formation. Ça, on en parle peu, mais c'est là où on doit aller pour justement soit sensibiliser, soit rendre autonome, soit devenir expert. Un objectif, c'est l'élément, je dirais, le plus important de la formation. La personne qui Et du achète une coup, formation, là, dans le cas des formations CSE, on est sur des objectifs. Ce serait quoi l'objectif pour toi dans les formations CSE, vu que la plupart des gens nous disent bah, c'est juste obligatoire et ils nous appellent par rapport à cette notion d'obligatoire. oui. Alors justement, tout à fait, on a ça au début, mais lorsqu'on arrive sur le temps d'échange avant la formation, et bien sûr, l'entretien avant cette mise en place de formation va me permettre de déterminer si, on est dans un objectif opérationnel, c'est-à-dire je veux des outils pour que mon CSE fonctionne. Je veux comprendre et je veux mettre en place mon règlement intérieur, j'y arrive pas. Voilà. Chez nous, on n'a pas de BDESE, on ne sait pas ce que c'est, voilà. On a besoin de ça. On voudrait l'aspect financier, c'est-à-dire le trésorier, en ce moment, il fait une comptabilité, on ne sait pas si on est bon. Est-ce que on pourrait regarder cette partie-là, etc., etc. Là, on est sur, oui, je veux devenir opérationnel dans le CSE, donnez-moi des outils pour que je fonctionne correctement. D'accord? Ok. La deuxième, c'est nous, on est en ce moment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans un environnement où il y a des problèmes dans l'entreprise. On sait pas quoi faire. On nous a proposé du chômage. Linda, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut négocier? Est-ce que
on a contacté les syndicats, etc. Là, on est dans une situation particulière et conflictuelle. Là, on est plutôt sur de l'assistance, pratiquement. Donc, on va aller sur des éléments juridiques et autres, et pas forcément sur des outils opérationnels. On a d'autres cas aussi où, voilà, on a une situation de harcèlement dans l'entreprise, etc. Et on ne sait pas quoi faire. On a des difficultés par rapport à ça. Et puis il y a aussi un autre cas, Alexis, c'est que des fois, bon, malgré tout ça, on arrive en formation et on se rend compte que il y a aussi des éléments dans le CSE qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai une situation en tête, c'est-à-dire lorsque je suis arrivée le jour J de la formation, il y avait une personne des ressources humaines dans la formation et un élu. Les autres étaient absents et je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, si tu vois. Et quand Mais j'ai ça vu veut que peut-être aussi dire que dans ce fameux process d'analyse des besoins, il y a quelque chose qui a coincé quelque part pour qu'on en arrive là. possible, ah oui, c'est possible. Bah, les non-dits, ça existe aussi, je pense. Et voilà, après, il est temps du coup le jour J d'adapter le contenu et les moyens pédagogiques pour, tu vois, crever Et, l'abcès. Hein. Il y a des fois on crève l'abcès. Hein. et ce qui est dommage, alors je vais te raconter l'histoire côté maintenant organisme de formation, c'est que euh, en gros, tous les organismes de formation, bah, c'était le cas jusqu'à présent vu qu'on avait cet aspect obligatoire et l'agrément, on avait tous le même programme. Mhm. Et donc comme on avait tous le même programme, bah, c'est assez difficile sur le même programme de faire la part des choses de la qualité qui va être derrière. C'est vrai. Ouais. Et donc, ça veut dire que potentiellement, en fait, en discutant avec toi, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je retravaille avec mon process client. Mais moi, ensuite, je prends un rendez-vous avec tous mes clients. C'est ce que j'appelle le 000. Et je liste tout ce qu'ils ont. Je leur pose des questions. Je liste les documents aussi. Généralement, j'ai des RH au téléphone. Donc, je liste ces documents obligatoires parce que Mhm. j'ai pas envie que pendant la formation, le RH, il découvre qu'il y a des choses et qu'il se dise, zut, en fait, je vais être pris en défaut. Parce que je pense que pour le dialogue social, ça serait nuisible, tu vois. Donc, j'encourage à préparer ces documents-là en disant, on en aura besoin. Alors, en fonction de si on est en 50, moins de 50, les documents changent un petit peu. Et ces documents, quand ça se passe bien, et généralement c'est le cas, ils nous sont renvoyés et je les envoie au formateur. Donc ça nous permet aux formateurs d'avoir un max d'infos sur l'entreprise. Et ce document, il est évolutif. Hein. Peut-être que dans les années qui viennent, les questions elles vont se rallonger, il y aura d'autres sujets qu'on va rajouter. Là, par exemple, la dernière question qu'on m'a posée, c'était maintenant systématiquement, je pose la question, est-ce que vous souhaitez rencontrer le formateur pendant la formation? Et quand est-ce que vous souhaitez le rencontrer? Parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas forcément de besoin de la part de la direction ou des RH de rencontrer le formateur. Mais parfois, ils ont besoin de se rassurer et ils le demandent. Bah, du coup, je l'ai mis dans le process. Tu vois. Et peut-être que j'aurai d'autres questions un peu comme ça qui vont arriver. Et puis, une fois que les formations sont terminées, les élus ont accès au SAV des CSE, donc le Discord sur lequel on était tout à l'heure. Donc, il y a la partie pour les formateurs, mais il y a aussi une partie où il y a les formateurs qui ont suivi leurs clients et sur lesquels ils peuvent poser des questions. Parce que souvent, la formation, c'est dense. Et c'est après la formation qu'on se rend compte qu'on a oublié de poser des questions. On peut toujours poser des questions sur ce serveur-là. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant, et ça va me faire le lien vers la suite. Tu as dit parfois, on est là, et puis en fait, on va les aider à faire le règlement intérieur. Parfois, on est là, il y a un problème dans le collectif, et donc on a détecté ce problème, et on va travailler pour que les gens se remettent en bonne intelligence à collaborer ensemble. Et tu m'as dit tout à l'heure, à part le coaching et la formation, qu'est-ce qui peut transformer les gens? Et en fait, pour moi, il y a un triptyque, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, il y a 3 pôles. Il y a la partie coaching, il y a la partie consulting et la partie formation. Et historiquement, la formation, c'était 2
l'information descendante plus ou moins appliquée à l'entreprise et on s'arrêtait là. Le coaching, c'est vous avez des problèmes, on va vous aider à trouver les solutions par vous-même. Et le consulting, c'est vous avez des problèmes, j'ai la solution, je mets en place la méthode. Et aujourd'hui, je trouve que les formateurs, le métier est en train d'évoluer et on évolue de plus en plus vers une espèce d'hybride de ces 3 modes de fonctionnement. C'est-à-dire que les meilleurs formateurs, ils vont y jongler un petit peu entre ces 3 casquettes de OK, là, il y a un problème, peut-être communication humain. Ça sert à rien que je leur fasse un cours magistral sur le sujet. Ce qu'il faut, c'est qu'ils réussissent à percevoir, eux, ce qu'ils peuvent faire pour résoudre ce problème. On prend la casquette coaching. Il y a un problème, le règlement intérieur, c'est la cata. Alors, je leur ai fait le cours théorique. Mais c'est parce que je leur ai fait le cours théorique qu'ils vont tout de suite avoir un bon règlement intérieur. Bah écoutez, on va lire votre règlement intérieur. Je vais vous donner des petites pistes de plan d'action. Et on est déjà dans le consulting quand on fait ça. Et en fait, je pense que c'est un peu problématique. Parce que on a 3 métiers qui sont différents, mais qui au final sont le même métier. Oui, c'est vrai. Et pour moi, ça peut être embêtant parce que dans la formation, on a possibilité d'avoir une exonération de TVA. Alors c'est très technique ce que je vais expliquer, mais en gros, quand on forme les CSE, les organismes de formation peuvent demander une exonération de TVA et donc sur les factures, il n'y aura pas de TVA qui sera collectée. Par contre, si on fait une prestat de coaching ou une prestat de consulting, on ne peut pas faire ça. Ce qui veut dire que, réglementairement parlant, quand je sors de ma casquette de formateur et que je fais du coaching ou du consulting, bah, je sors un petit peu de cette zone, en tout cas comme elle a été pensée d'un point de vue administratif et fiscal. Alors bien évidemment, il faut le faire parce que, je pense qu'on est d'accord sur ça, le but c'est d'aider les stagiaires au maximum et de donner tout ce qu'on peut. Et de répondre aux objectifs. Et de répondre aux objectifs, mais on sort un petit peu de cette vision historique de la formation. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une refonte du travail sur le sujet pour que soit le coaching, consulting, formation soit considéré comme le même métier, soit pour que tout simplement on enlève cette exonération de TVA pour la formation. Parce que on peut très bien juger que au final, il n'y a plus cet aspect formation unique comme ça pouvait l'être avant, quoi. Mais bon, ça c'est du blabla théorique, ça a peu d'importance, on va dire, pour nos auditeurs. Mais c'est juste intéressant de voir que le métier évolue. Et c'est important aussi d'évoluer avec son métier. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le métier évolue, comme tu l'as dit. Mais par contre, il est de moins en moins reconnu. Personnellement, je trouve que on avance dans le mauvais sens sur cette partie-là, dans le sens où tout le monde maintenant fait de la formation. Hein. Et comme tu l'as dit, pas forcément des personnes qui ont été formées à ce métier, puisque c'est un métier. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent formateurs et qui n'ont pas conscience de ces 3 dimensions, de la portée de leurs actions. Et voilà, je tenais à le dire aussi. Je pense que, après tu en as déjà parlé et tu connais ma vision sur le sujet, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Même là, le coût de l'agrément qui disparaît, je pense que c'est un mal pour un bien aussi. Ça permet de redistribuer les cartes. Ça veut peut-être dire que... Alors, je pense aussi qu'il y a des CSE et des élus du CSE qui vont souffrir de ça. Qui vont avoir un OF qui connaît rien au CSE, qui va s'improviser vendeur de CSE, qui va faire la formation, qui va trouver quelqu'un qui a vaguement déjà fait partie d'un CSE, qu'il répayera le minimum possible et qui facturera le minimum possible, mais il y aura une prestation qui sera d'une valeur minimum. L'enjeu pour nous, c'est plus tard, quand on passera derrière, de montrer que une formation qui est faite par un professionnel qui sait de quoi il parle, qui maîtrise les méthodes pédagogiques, enfin, pour les enfants, mais tu m'as compris, Oui. C'est pas du tout la même chose que simplement un reliseur de PowerPoint. Et même chose pour tous les organismes de formation qui
Alors, il y a des très bons organismes de formation qui travaillent très bien, qui respectent leurs formateurs et donc je mets pas tous les organismes de formation Mmh. ensemble. Mais, il y a aussi des organismes de formation, qui sont, dans une vision purement économique, du Tout à business fait. et Ouais. donc, l'objectif, c'est de presser le citron à fond pour, Mmh. gagner un maximum d'argent et dans ce que les clients payent, il y en a que très peu qui arrivent dans les poches du formateur. C'est ça. Mais je pense que ces organismes-là, ils vont se retrouver un peu bien embêtés parce que, tous ces formateurs qui hier étaient exploités parce qu'ils n'avaient pas l'agrément, maintenant que l'agrément n'est plus obligatoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre en direct. Ils vont vendre en direct, ils vont peut-être Mmh. ajouter, 200-300 € et ils vont être moitié moins chers que ce que l'organisme proposait. Mmh. Et du coup, ces organismes-là, ils vont se retrouver très embêtés parce que, bah, en fait, maintenant les prix du marché vont s'effondrer parce que, on a des formateurs qui, n'auront plus besoin d'avoir eu cet agrément pour pouvoir être, reconnus comme tels, quoi. Mmh. Mmh. Donc, moi je trouve que c'est forcément un petit peu dommage et c'est pas forcément quelque chose que j'aurais souhaité. Mais en même temps, ça va permettre aussi de se dire: «On vend plus quelque chose parce qu'on a la casquette, le joker, j'ai l'agrément, c'est obligatoire donc j'ai le droit de le faire et je suis légitime» et il faudra vraiment questionner: «Qu'est-ce qui fait que je suis légitime?» Et Ouais. un des trucs et une des réponses que j'aurais, et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est que j'ai envie que tous mes formateurs avec qui je travaille passent dans le podcast. Comme ça, qu'est-ce qui fait que je suis Mmh. légitime? Vous habitez où? Bah, écoutez, il y a de fortes chances que j'envoie ce formateur-là. Vous avez vu? On a fait un épisode de podcast. Allez voir, vous allez voir un petit Bah peu oui, ce que tout vaut à le fait. formateur, qu'est-ce qu'il dit, comment est-ce qu'il veut les choses et vous allez vous rendre compte qu'on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, je pense pas que j'ai beaucoup de concurrents qui aient fait ça aujourd'hui. À ma connaissance, il y en a pas, mais peut-être que j'en ai pas vu et peut-être qu'il y en a et si c'est le cas, c'est Mmh. super cool qu'il l'ait fait aussi. Mais Mmh. je pense que c'est des arguments qui vont vraiment jouer en notre faveur sur Ouais. du long terme. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah oui. J'aimerais bien voir avec toi une des parties que j'aime beaucoup pendant cette émission. Je dis souvent 2026, on a le début des élections, on a donc des nouveaux élus qui vont être élus forcément dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil aux nouveaux élus CSE qui découvrent le mandat, qui découvrent leur mission? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir son mandat? Voilà, si tu as des petites idées, moi je les note avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, c'est déjà rencontrer peut-être les anciens élus pour avoir le retour d'expérience de leur mandat, si c'est le cas. Très bien. Si on a possibilité, c'est toujours bien. Après, tout dépend de quel, comment dire, de quel statut on hérite, si c'est celui de trésorier, secrétaire suppléant, trésorier suppléant ou autre, enfin, je ne sais pas. Et puis, alors un conseil aussi, c'est n'oubliez pas d'utiliser vos heures de délégation. Voilà. Les heures de délégation, c'est vraiment, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, oh bah, de toute façon, moi j'ai des heures de délégation, mais je les prends pas. Bah non, en fait, hein. C'est impossible, hein. C'est pas possible. On peut pas ne pas prendre ses heures de délégation et dire, ah mais moi de toute façon j'ai trop de travail, je peux pas. Donc c'est que non, 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 tu sais. Alors Mmh. moi c'est prendre vos heures de délégation et essayer de remplacer par le non par oui ou je vais essayer déjà. Je dis pas que c'est une garantie de succès, mais c'est je vais faire et non pas je j'ai pas le temps, non ça m'intéresse pas, non ceci, non cela. Voilà. C'est déjà d'avoir un discours interne en tête en disant oui, je vais le faire et pourquoi je vais le faire. Je dis ça parce que on peut avoir ce qu'on appelle des conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, c'est ce qui amène parfois au burn-out. Mmh. Moi, mes valeurs, voilà, elles sont là. J'ai envie de partager ça. J'ai envie de faire ça. Est-ce que je suis au CSE pour les bonnes raisons? Est-ce que le CSE amène des choses voilà, qui vont dans le sens de ce que moi j'ai envie de porter? C'est déjà ça. Et puis d'amener
Et si on passe par le oui, je vais essayer, même si c'est une petite action, une micro-action, c'est un début de quelque chose. Ouais, surtout si tu te demandes pourquoi tu veux le faire. Bien sûr, c'est très important les valeurs. Ok. Le conflit de valeurs, c'est quelque chose qui se calcule qu'on retrouve dans les risques psychosociaux. Et du coup, on va pas très loin dans ce genre de choses. Si on arrive oui, j'ai envie de faire ça et d'exprimer notre volonté dans ce mandat avec les autres membres en disant clairement lors d'une réunion, à la première réunion, moi j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de porter telle partie, je ferai dans la mesure du possible des petits pas. Moi j'aime bien la théorie des petits pas, hein, je suis adepte là-dessus. Donc des petits pas, petit à petit on devient moins petit tous les jours, et je vais essayer dans mes heures de délégation de mettre en place du mieux-être pour les salariés. C'est pas mal, non? Oui, c'est très très bien. Cette théorie des petits pas, c'est quoi? C'est le principe de l'effet cumulé un petit peu? Oui, je crois même que c'est la théorie des petits pas. En fait, j'avais vu ça sur. Oui, c'était intéressant. C'était sur un TEDx. Bon, bref, j'avais vu que. Et petit à petit, avec des micro-actions, en fait, on apporte. Ça devient une grosse action, et ensuite, on monte. D'ailleurs, tu sais, Alexis, dans la formation, quand on parle de compétences, la Ouais. compétence, c'est un ensemble de capacités qui forment une compétence. Et ces capacités, c'est quoi? C'est des micro-tâches. Eh oui. Donc, petit à petit, on devient moins petit. Capacité plus capacité Ouais. égale compétence. Oui, compétence. Et Et on ajoute tâche plus savoir-être. tâche, ça donne la capacité. Oui. Donc répéter des actions, ça te rend Des capable de le faire, activités. et mettre en commun différentes capacités, ça te donne des compétences. Ça devient des activités, ça devient des compétences, oui. C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, quand on apprend ce métier de formateur, on se base sur deux référentiels, le référentiel d'activité et le référentiel de compétences et de certification. Donc, c'est qu'à la base, il y a des activités. Et donc, ces micro-activités, ces micro-tâches deviennent par la suite des compétences. C'est extrêmement intéressant. Je sais pas si tu sais, mais je suis un rôliste et j'aime bien m'intéresser à la science du jeu de rôle. Et notamment, j'ai créé un jeu de rôle qui s'appelle Dice Office. Il faut que je l'écrive pour permettre à d'autres personnes de tester ce jeu. C'est un jeu de rôle qui se passe dans le monde du travail. Donc l'objectif, c'est d'explorer le monde du travail en s'amusant, mais après, de faire un petit débrief orienté sur les sujets qu'on veut traiter. Ça peut être les thématiques de harcèlement, ça peut être le burn-out, le stress, tout ça. Et il y a souvent dans le vocabulaire du jeu de rôle ces notions de capacité et de compétences. Et du coup, paradoxalement, et ce que je trouve extrêmement ludique, c'est que souvent, c'est tes actions dans le jeu qui font augmenter tes capacités, et l'augmentation de tes capacités te permet de débloquer tes compétences. Enfin, je trouve ça extrêmement intéressant du coup de gamifier un petit peu tout ça par rapport à cet aspect du jeu de rôle que j'aime beaucoup, tu vois. Donc c'est très cool comme partage. Ok. Dans ce cas, écoute, j'aurais plaisir à connaître ton jeu. Bah écoute, sur la page YouTube, à côté des podcasts, vous avez il y a 5 vidéos qu'on a fait. Je crois que c'était en 2024. En 2024, on en a fait plus que 5, mais c'est les 5 meilleurs qu'on a gardés parce qu'il y a des petits problèmes techniques qui ont fait qu'on a fait du tri. Mais t'en as 5, une session 0 test qui se gère toute seule, et puis 4 qui font une mini-saison. Donc, si tu veux jeter un œil, n'hésite pas. Avec plaisir. On approche de la fin de notre podcast. Est-ce que tu aurais des conseils? On a déjà vu, mais une compétence qu'il faudrait travailler. Je vais la faire autrement. Quelle tâche on va travailler de façon répétée pour débloquer des capacités
qu'on associera à d'autres capacités pour débloquer des nouvelles compétences en tant que super élu du CSE. J'ai fait la ref à ce qu'on vient de dire juste avant. Ouais. Les tâches, les tâches. Les petits pas. On commence par les petits pas. Les petits pas. Ça dépend en fait. Par exemple, tu vois, toi, tu as des appétences sur certains domaines. Moi, je pense qu'il faut partir sur quelque chose qui nous plaît en fait. Comme tu l'as dit, on est tous des grands enfants, on aime jouer. Oui. Eh bien, alors moi, j'aime beaucoup comment dire, alors moi, c'est pas très marrant, mais j'aime beaucoup les articles de loi, j'adore ça. Tu t'entendras bien avec Audrey. Ouais, J'ai Audrey qui a été invitée il y a quelques semaines dans le podcast et elle m'avait dit ça avant le podcast, mais j'ai noté la phrase parce qu'elle m'avait fait rire. Elle m'avait dit j'adore les articles de loi. C'est bizarre, mais j'adore ça. Et j'ai mis ça comme titre du podcast. Du coup, ça me fait penser à elle. Et je me dis, vous entendrez bien. Ouais, moi, tu vois, j'aurais tendance à aller là-dessus. En fait, tout petite, déjà, j'aimais beaucoup lire ce genre de choses. C'est peut-être pas, voilà, mais je trouve que c'est tellement bien écrit. Ça, enfin, j'adore ça. Je pense que on doit partir sur quelque chose qui nous porte et qui fait écho à ce que l'on est déjà. Donc, moi, en micro-tâches, je parle des articles de loi parce que c'est ce qui me plaît. Je pense que du coup, je partirai pour ma part, en tout cas, sur le premier principe, c'est-à-dire les réclamations individuelles. Ok. Moi, ma micro-tâche serait là-dessus, puisque moi, je sais que les articles de loi, ça me parle. Donc, un élément de loi, un élément légal et autres, ça me parle complètement. Donc, formuler, ça serait déjà de formuler des réclamations individuelles et collectives. Et de ce fait-là, rencontrer les salariés, je pense que ça serait une bonne chose pour pouvoir mettre en place cette micro-tâche. Écoute, je pensais justement à ça aussi. Le métier de CSE, alors il y a plein d'actions techniques, mais qui peuvent se redécouper, comme on a vu, en des choses très très simples. Et la première chose très simple qu'on est tous capables de faire, c'est aller sur le terrain, parler avec les gens, voir un petit peu c'est quoi leur activité, et à partir de ça, faire des améliorations. Oui, alors les améliorations, à partir du moment où on a échangé et amené les éléments sur les réclamations individuelles et collectives. Ouais. Excellent. Où est-ce qu'on peut trouver pour toi quels sont les documents que tu utilises, que tu recommandes sur les élus, des choses qu'ils peuvent lire pour se documenter et apprendre des choses pertinentes, intéressantes sur. On parle plus donc des micro-tâches et des outils vraiment en externe, externe à la formation, tu parles Ouais, de tout ce qu'on peut utiliser. C'est une question que je pose en fin de podcast aussi pour. Voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur le CSE. Qu'est-ce que je peux lire? Qu'est-ce que je peux regarder comme podcast à part Déjà, le SAV des CSE? c'est un bon début. Moi, en général, je me base sur les acteurs et puis on a beaucoup de choses sur le site de l'INRS, Ok. évidemment. Après, tout dépend des thématiques sur lesquelles on travaille. Je conseille souvent de s'abonner à des newsletters, ce genre de choses, parce que ça apporte énormément de conseils et puis surtout d'effectuer une veille parce que on a beaucoup de changements dans ce domaine aussi. Donc la newsletter, moi, ça me permet d'être au courant rapidement et d'avoir tout de suite les modifications sur cette partie-là. En termes d'outils, oui, après podcast. Écoute, en ce moment, je me base sur quelque chose, c'est la question de la confidentialité. Donc, je travaille là-dessus parce que j'ai beaucoup de questions sur le fait que les CSE ont en leur possession des informations confidentielles
Et on a un souci là-dessus avec par exemple, les lunettes connectées. On a des problèmes de personnes qui peuvent avoir, tu sais, la possibilité de filmer sans que tu le saches Mhm. et de diffuser des informations. L'IA aussi, je rencontre des CSE donc par ces thématiques-là, tu vois, moi je vais travailler comme ça. Je vois des CSE qui n'hésitent pas à mettre des éléments de l'entreprise, des documents de l'entreprise sur des outils de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est Il n'y a embêtant quand c'est des outils pas, enfin, voilà, publics et genre ChatGPT ou Claude, en plus exact. potentiellement ingérence étrangère. Ouais, Tu donnes des infos extrêmement utiles alors. ouais, c'est Ça ça, dépend ce qu'il y a dedans. Il y a des infos qui ont plus ou moins de c'est ça. valeur, mais la donnée aujourd'hui, ça vaut de l'or. Et Ah bah, là-dessus, tu sais que quand tu vas sur certains sites, tu as tous les écrits euh, des comment dire des comptes rendus de réunions, hein, de oui, CSE. mais à la limite, une fois que le PV est validé et public, Oui, mais bon, c'est t'as moins gênant. quand même, Par oui, contre, sur balancer Internet, des données qui vont nourrir un algorithme qui va oui, savoir des choses. Enfin, je prends un exemple tout bête, hein, mais tu vois, là, pendant la guerre en Iran, juste avant que l'opération soit lancée, il y a eu quelqu'un qui a fait un mouvement financier d'achat de pétrole brut, mais qui était immense par rapport à la norme, tu vois. Donc en gros, tu mhm, as, le truc qui est comme ça, et tu as ce mouvement-là qui est comme ça, tu vois. Et ouais, juste par ce mouvement, la personne, elle a gagné énormément, énormément d'argent, tu vois. Bah, de la même façon, on pourrait imaginer que dans certaines entreprises, balancer des infos sur ce genre de choses, bah, ça puisse permettre à des personnes informées derrière d'utiliser ces infos. Je pense, imagine c'est une grosse boîte du CAC 40 ou quelque chose comme ça. Bah, bien derrière, sûr. la personne, elle sait ce qui va être annoncé avant que les gens le sachent et elle peut décider d'acheter ou vendre des actions, par exemple, avec, en étant, enfin, c'est du délit Exactement. d'initié, tu sais déjà ce qui va se passer et Oui, t'en abuses, quoi. ouais, ouais, ouais. Et tu vois, en ce moment, c'est la question qui me trotte en tête parce que je vois beaucoup d'élus de CSE qui n'ont pas conscience de cette information-là, transmettre des éléments confidentiels, transmettre des éléments de données de leur entreprise, c'est pareil. Hein, et je pense que sur le CSE, on devrait pouvoir orienter un peu plus, tu vois, les éléments et sensibiliser à cette partie-là. Moi, je vois beaucoup trop d'élus qui ont tendance à transmettre leurs documents par mail alors que je leur dis non, 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 vous n'avez pas à me transmettre ça. Vous êtes tenu par le secret et la confidentialité. Voilà. Et donc certains organismes de formation qui me disent ah bon, mais non, nous ah ben non, moi non. Moi je peux être, tu vois, reconnue dans une affaire ou autre liée à cela, alors que je n'ai pas à avoir ces informations-là. Tu comprends, Alexis? Oui, je comprends. Après, c'est pour ça que si c'est le cas, il faut qu'il te fasse signer une charte de confidentialité et, Voilà. et que les choses soient posées de façon à, dans le cadre de cette mission, j'ai accès à ces informations, mais je m'engage à ne pas en faire une diffusion auprès d'un tiers ou de rien qui soit Oui. identifiable, quoi. Et de toute façon, on les verra, on peut les voir en formation, mais les envoyer par mail, c'est non. Moi, c'est non, en tout cas. Ok. On va terminer avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Linda? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Comment on peut te demander des formations, par exemple, ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut faire si on a envie de travailler avec Linda? Ah, alors comment on peut faire? Eh bien, on me contacte directement, soit par le biais de LinkedIn, soit par le biais de ma fiche Google. Je n'ai pas encore de site. Je sais que voilà, il est en construction. J'ai pas totalement terminé ce genre de choses. Et et puis, bah, écoute, ce sera avec plaisir parce que c'est un métier qui me passionne et j'adore ce que je fais. Donc, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers le LinkedIn de Linda. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont en podcast, Linda, Lynda,
Quenehan, Quennehen. Je lis Oui, ce qu'il y a écrit sur le petit encart, c'est comme ça la garantie de ne pas se tromper. Et quand tu auras ton site, tu nous le diras. Et puis, si tu me relances, je changerai les descriptions. Si tu me relances pas, j'oublierai, mais la balle est dans ton camp sur ça. Eh bien, ok. le Merci Alexis. SAVD, je t'en prie. Le SAVD CSE, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, soit sur ma page perso Alexis Maes, soit sur la page Dice Academy. Sur Facebook, Dice Academy, YouTube, Dice Academy FR. Le SAVD CSE, vous nous retrouvez sur TikTok, Instagram, Thread, mais aussi sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas, laissez-nous des messages, posez-nous des questions. Vous pouvez rejoindre également notre serveur Discord. Il y a un espace pour les élus, un espace pour les formateurs. Bref, tous ceux qui travaillent avec les CSE peuvent nous rejoindre, échanger avec nous. Et on est toujours très content de discuter avec des nouvelles têtes. On se dit à très bientôt et ciao ciao!